Et qui a demandé un retcon en plus? Ok, cet épisode était mieux que les deux précédents, je dirais qu'il est à peu près correct, mais je peux pas m'empêcher de trouver que vous forcez des trucs quand même, hein, vous forcez pas mal de trucs. Et ouais, Karim va rester jusqu'au bout. On va insister sur Karim pendant pas mal de temps. Je m'attendais tellement pas à ce que ce perso dure plus longtemps que la plupart des persos secondaires en fait. C'est dingue. Il a autant d'importance que beaucoup de persos secondaires. Donc... vais d'abord parler de la partie vraiment la plus à part sur le gang des méchants, parce qu'il n'y a pas grand chose à dire. Dirigé par Terry qui sait pas exactement qu'il est le seul à pouvoir lire la carte, il se rend donc dans ce jardin d'innocence. Il y a des petits moments mignons entre eux, on va dire. Ah, oh, on s'amuse, c'est rigolo, ce genre de truc à nouveau. On essaye d'appuyer une petite dynamique. Vous savez quoi, c'est déjà un peu mieux que ce qui était un peu foireux dans les saisons 4 et 5 où je sentais qu'il n'y avait rien de marquant. Au moins, on sent que le côté Aravos qui se prend cette légèreté avec cela a quelque chose d'un peu honnête. Voilà, au moins je ressens un petit peu ça dans leurs interactions, là où avec Viren et Terry et la créature de mes couilles, c'était tellement factice, ça se ressentait pas du tout de mon point de vue. Là au moins il y a un tout petit truc. Surtout par rapport au fait que ils essayent de mettre en place que Aravos voit un tout petit peu en Claudia la fille qu'il a perdue, et Claudia va commencer par voir en Aravos le père qu'elle a perdu. Et donc ils vont un peu se retrouver par rapport à ça, et même si j'estime que ça aurait mérité d'être plus développé que seulement sur une saison, parce que ça n'a pas du tout été mis en place avant. Et oui, je rappelle quand même que dans la saison 3 il disait que c'était juste une arme à utiliser, Claudia. Maintenant, c'est plus trop le cas. Parce que je sens clairement que dans la saison 3, Aravos, on l'a pas pensé en détail par rapport à ce qu'il allait être sur la fin. Ça se sent clairement, j'en suis sûr, hein, vraiment. Au-delà de ça, j'avoue que c'est quand même un petit peu mignon ça. Mais ouais, le truc, c'est qu'ils se rendent donc dans ce jardin où, au bout du compte, c'est juste un cimetière de licornes. Ça va être un petit peu en lien avec le gros retcon qu'on va nous balancer dans le cul. Mais ouais, quoi, c'est un cimetière de licornes. Et ils vont un petit peu faire partir Terry ailleurs pour lui éviter la vision d'horreur de voir un cadavre de licorne déterré. Parce qu'avec tout ce qu'il a vu jusqu'à présent, le cadavre de licorne déterré, ah là non, on peut pas. Non, il doit pas savoir que c'est un cimetière de licorne et que on va utiliser des os de licorne, hein. D'une licorne morte, donc c'est même pas comme si vous la tuiez ou quoi que ce soit. Enfin bref. Le truc, c'est qu'on utilise ces os et cette corne de licorne pour créer une espèce de truc magique qui va former une sphère qui permettra de rechercher ou de créer une espèce de pierre d'infinité, ou je sais plus exactement comment s'appelle cette merde. C'est un truc muche magique pour faire avancer le scénario, ok? J'en ai rien à foutre de comment ça s'appelle. Très bien, donc il utilise une plume que Terry a amenée pour donner des ailes à cette chose qui va faire je sais pas trop quoi. Ça se termine là-dessus l'épisode. Voilà, je sais pas quoi dire de précis par rapport à ça. La quête, je la trouve chiante, mais les relations de perso sont faites acceptablement. Voilà, je déteste pas cette espèce de lien qu'on développe entre ces trois-là. Et puis, c'est la première fois que je trouve que Terry apporte un petit peu quelque chose dans l'idée. Jusqu'à présent, c'était le soutien qu'il a, histoire de qu'il a, alors que là, on essaie un tout petit peu de jouer sur lui de façon assez claire, hein, et pas juste de façon un peu choc d'autrement. Là, on essaye de le faire jouer sur le développement un tout petit peu. J'estime toujours qu'il devrait être largement plus justifié, surtout par rapport aux motivations des persos. Je pense que j'en parlerai dans mon bilan de ça, mais ouais, ça va quoi. J'apprécie au moins cette dynamique. Donc, on va suivre en partie importante Janai, qui, au début de l'épisode, rend sa décision par rapport aux milliers de soldats qu'elle a capturés, hein, qui obéissaient aux ordres de son frère, et elle décide de les gracier. C'est bon, vous êtes tous pardonnés, hein. Vous devrez un peu vous prouver quand même, hein. On va vous faire confiance comme ça. Vous allez pouvoir vous balader librement, mais vous serez surveillé par je sais pas quoi, et j'imagine que c'est en mode vous êtes récidiviste quoi. Vous faites un truc, vous serez jugé comme récidiviste et donc ce sera plus grave.
J'imagine que c'est ça. Par contre, il y en a deux qui sont pas encore jugés techniquement, c'est-à-dire son frère Karim et la femme de celui-ci. Je sais plus comment elle s'appelle. Et donc, ouais, il y a sa copine Amaya qui est là pour faire un petit peu joli en mode c'est bien ce que tu fais, mais quand même, il faudrait que tu parles de ton frère. Après ce qu'il a fait, bien sûr, oui, c'est bien Amaya, ta gueule. Enfin, façon de parler, tu comprends ce que je veux dire. Oui. C'est le genre de truc qui va un peu m'irriter aussi dans cette partie-là. C'est le fait qu'on essaye d'appuyer toute sanction sévère comme mauvaise. Alors qu'il y a des cas où la sanction sévère est importante. Par exemple, une femme qui a interrompu un espèce de rituel de respect des morts de façon un petit peu insultante, ça ne mérite pas la mort. Ça ne mérite pas la peine de mort. Mais un connard qui a voulu renverser le pouvoir en montant une armée et en attaquant le royaume, vous savez quoi? Je pense que oui. J'en ai rien à foutre des cons qui disent ah, la peine de mort c'est pas bien. Vous savez quoi? Je suis pour. Je suis pour la peine de mort dans ces cas-là. Hein. Il y a des circonstances où l'acte est tellement grave que dans un sens, j'ai pas de problème avec ça. Hein. Je vais pas dire, ah bon, c'est méchant, c'est pas bien de faire ça. Et le fait que la série veuille appuyer ça en mode, c'est toujours mal de prendre des décisions de jugement ultra sévères, va te faire foutre, série. Hein. Vraiment, va te faire foutre. Hein. Je vous le dis clairement. Hein. Histoire de dire, rapidement. Hein. Mais ouais, il y a cette hésitation de Janai qui hésite parce que ça reste son frère malgré tout. Je vois pas pourquoi elle le bannirait pas une seconde fois. Je veux dire, ce coup-ci, elle ferait en sorte que tous les gens qui l'ont suivi la première fois soient bien surveillés. Donc, s'ils se barrent et qu'ils sont désertés, là, c'est clair et net, on s'occuperait d'eux, quoi, ce genre de choses. Ils pourraient mettre en place son bannissement, quoi. Elle pourrait mettre ça en place. Je vois pas pourquoi c'est si inenvisageable que ça. Mais bon, c'est pas grave. Elle sait pas quoi faire. Mais il y a une nouvelle qui vient un petit peu chambouler ça. C'est que sa femme, Mireille, je sais plus comment elle s'appelle, est enceinte. Et ouais, ils ont pas rien fait en préparant ce coup d'état. Ils ont l'occasion un petit peu de se divertir. Et donc, il est enceinte. Ce qui change un petit peu la donne. Parce que ça crée des retombées politiques sur le fait que maintenant il y a un héritier possible à la couronne, et étant donné que c'est mal barré pour Janai pour avoir une progéniture, hein, je sais pas trop, hein, si ça se passe bien en couple avec elle, ça devrait pas trop marcher, et ben ça va être un petit peu compliqué pour la suite. Et donc, lorsque il apprend ça, Karim, de lui-même un petit peu, il se dit, ah, il se passe un truc, il a compris, ah oui, je l'ai foutu en cloque. Je me disais bien, après avoir fait ça autant de fois, ça devait arriver. Enfin, il se dit, ah mon Dieu, ouais, tu veux me défaire de mon nom, parce que t'as peur de moi et de la suite, etc., et tout, et tout, et donc ça l'énerve, et à un moment donné, elle se dit, ok, très bien, j'ai pris une décision, la femme, elle peut être graciée elle aussi, mais elle sera privée de toute reconnaissance de son nom en fait. Voilà, elle vivra modestement en fait, et mon frère, on va le buter en fait. On va le buter. Et c'est censé être méchant de sa part de faire ça. Alors que je suis désolé, non. Hein. Vraiment, hein, ceux qui disent que c'est pas bien, allez, niquez-vous. Hein. Vraiment. Là, on est vraiment dans la considération morale où je n'en mordrai pas. C'est complètement acceptable de, de condamner à mort un crime de guerre de cet acabit-là. Même si techniquement il a rien su accomplir parce que c'était une merde, mais il y a quand même la tentative assez grave quoi. Donc ouais, ça va être un suivi donc de ce conflit politique qui n'est pas terminé. Et franchement, je vais le dire clairement, de base, rien que ça me gêne. Je vous cache pas, je vois pas l'intérêt de continuer encore ce délire-là, comme si c'était le truc à traire encore plus dans votre grande histoire. Mais c'est particulièrement ennuyeux du fait que c'est la dernière saison. On a vraiment du temps à perdre sur ça en fait. C'est vraiment un truc sur lequel on doit se pencher pendant une période importante de notre série, ça. De notre saison finale. Ok ?
Je m'en fous, je suis désolé, je m'en fous. Néanmoins, un petit truc important que ça met en place, c'est le parallèle entre Janai et Ezran. Parce que Janai considère son frère comme un traître, et elle a beaucoup de mal à lui pardonner, et c'est pareil pour Ezran. De son côté, qui est vachement énervé, très bougon, il envoie un peu chier mais on voit qu'il n'est pas dans sa meilleure humeur. Mais on le convainc un petit peu, enfin c'est surtout Anya qui va le convaincre de faire en sorte de lâcher un petit peu les recherches sur Callum et Rayla, parce qu'il y a plus urgent à gérer, il faut reconstruire, il faut s'occuper des gens et chasser ces trois-là n'est pas une priorité. Avec réticence, il accepte ça et puis Anya va essayer de lui parler pour, je croyais au départ, le calmer et montrer enfin qu'elle a un attachement à cette paix qu'elle voulait et elle voulait pas que Ezran parte vers une voie un peu trop grave. Mais en fait, elle va davantage le conforter. Même si au début, c'est pas l'impression que j'avais, hein, parce que au début, donc, elle lui parle à cœur ouvert, un peu joliment. Ça passe plutôt bien. J'aime bien leurs premières interactions. Et à un moment donné, elle décide de raconter l'histoire de cette partie-là, de cette coupure ouest-est, là, la partie ouest qui a été coupée avec seulement les humains, n'a pas été dépourvue de magie au départ. Les humains avaient accès à la magie. Aucun problème. Il y avait même quelques créatures magiques qui habitaient dans le coin avec eux. Même si c'est complètement bizarre de mon point de vue, parce que la raison principale pour laquelle ils ont été coupés des créatures d'Exadia, c'est parce qu'ils étaient vus de haut comme à part, ils voulaient s'accaparer leur pouvoir à un certain degré. Et il me semblait que c'était un truc comme ça, je ne sais plus exactement, mais on a essayé de montrer qu'il y avait une cassure entre les humains et les Xadiens de façon assez évidente. Maintenant, vous me dites qu'ils ont vécu ensemble avec certaines créatures magiques qui ont décidé de rester là. Et vraiment, vous me balancez aussi comme ça que tout d'un coup, pendant une période, lorsqu'ils ont été exclus de Xadia, les humains ont eu accès à la magie. Tout d'un coup, hein, ça c'est un truc, ça vient de nulle part, hein, ça n'a pas du tout été dit avant. On parle pas de la magie noire qui a été donnée aux humains par Aravos, fait par Vian, etc. Non, 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 on parle de magie globalement, quoi. Feu, eau, terre, lune, etc. quoi. Ils avaient accès à ce genre de trucs. Ah bah c'est nouveau, ça vient de sortir. Ah, les gros retcon dans ta gueule. Et la raison pour laquelle on savait pas ça, parce que Ezra le pointe un petit peu, c'est dingue, on m'a jamais appris ça. C'est parce que les hommes aiment pas se montrer mal dans leurs histoires. Et étant donné que la suite de la chose, c'est que les hommes sont entrés en conflit entre eux-mêmes, se sont un petit peu détruits et ont fini par épuiser toute la magie et détruire les créatures magiques qui vivaient auprès d'eux, notamment les licornes. On appuie ça un petit peu pour faire le lien avec la partie sur le trio des méchants gentils. On appuie donc que les hommes sucent des cons, quoi. Être humain égale mal, en fait. C'est ce narratif basique de merde qu'on aime bien appuyer pour se donner un genre. Vraiment, je suis désolé, j'ai beaucoup de mal avec ça. Pour dire, tiens, dans cette période-là, être humain égale mal. Il n'a pas du pouvoir, tout le monde était corrompu, en tout cas les plus importants, etc. Et l'être humain n'a rien fait, on s'est autodétruit, regardez, comme l'être humain est nul, gna 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 gna, la pire créature existante sur Terre, voilà. C'est tellement basique et dans ta gueule, ça, j'ai beaucoup de mal avec ce principe. Et c'est juste une excuse, au bout du compte, ça. Pas pour... Et c'est un truc que je pensais être plutôt cool quand même, malgré le délire Redcon dans ta gueule. C'est pas pour faire ravaler à Ezran la petite fierté qu'il s'est donné, le côté oui, il faut être ferme, etc. En disant ok, c'est parce que les gens ont recherché à se montrer un peu supérieur aux autres que ça a envenimé les conflits pour essayer de lui faire comprendre qu'il faut pas partir sur la voie de la méfiance à un certain degré, comme ce qu'il semble faire, mais pour lui dire en fait oui, étant donné qu'il y a eu les hommes qui avaient accès à des pouvoirs magiques, et ben il reste un petit peu de ça.
On a une caverne un petit peu secrète où il y a des cristaux de feu et on peut s'en servir pour faire un peu de magie à notre sauce, faire des explosions, tout ça. Ouh, regardez, et elle décide de partager ça avec Ezran. Ezran, en son état actuel, donc en mode oui, il faut qu'on se prépare à la défense, se préparer à bien poser notre force sur nos ennemis, tout ça. Elle est à fond derrière ça en fait et elle veut l'appuyer totalement. Parce que je sais pas pourquoi. Elle est tombée amoureuse de lui sans que je le sache. Je veux dire, sur le principe, c'est un chip qui est assez évident à faire, mais pourquoi elle est à fond derrière ça, quoi, Anya, j'ai du mal. C'est un truc qu'elle aurait peut-être fait si c'était dans un cas d'extrême urgence et où Ezran a appuyé qu'il voulait faire ça de façon juste et beaucoup plus amical pacifiste comme il l'avait montré à quelques reprises. Mais là, il est plus à ce niveau-là et donc le fait qu'elle veuille partager ça, je trouve que c'est bizarre. C'était pas logique. Ah, enfin bon, elle montre ça et donc on se prépare à avoir un arsenal magique. Et au passage, ça explique pourquoi elle a des flèches un petit peu ultra pétées, quoi. Parce qu'elle a accès à des cristaux magiques. Ok. Enfin, on développe un peu plus Anya, mais je sais pas, c'est pas la Anya que j'ai connue. Je suis désolé. La Anya dans sa première apparition était super, je trouve. Hein, toujours mon meilleur double épisode préféré de loin, hein, la meilleure partie de ce double épisode de la saison 2. Et elle avait ce côté ferme, mais aussi touchant dans le fait qu'elle ne veut pas envenimer les choses, elle ne cherche pas à mettre les gens dans des conflits inutiles. C'est ça qui la rendait forte, c'est pas le fait que c'était une badass qui savait se battre à l'arc comme Green Arrow. Je suis désolé. Donc le fait qu'on veuille la faire appuyer ça, c'est très bizarre pour moi. Je suis pas sûr que ce soit très raccord, mais bon. Enfin bref, malgré tout, ça reste tout de même, je vais essayer un peu de défendre ça tout de même, dans un cadre où Ezran s'est un peu calmé, a montré qu'il pouvait avoir de la retenue après avoir parlé avec elle. Donc, au moins, ça peut un peu se comprendre. Et peut-être, et c'est peut-être ce que j'espère là-dedans, qu'il compte utiliser ça surtout pour aider à la reconstruction. Parce qu'apparemment, Callum n'a pas du tout prévu de sort lorsqu'ils ont commencé la reconstruction pour ça, mais apparemment ça pourrait peut-être être utilisé pour ça. Je sais pas, c'est un peu ce que j'espère. C'est la voie que j'espère. C'est pas juste on a des armes pour bien se défendre et pour montrer qu'on en impose aux autres, tout ça. J'espère que c'est pas juste ça et que ça pourra être une façon d'accélérer un petit peu la reconstruction. Par exemple, tu as les tonnes de débris à déblayer, t'as pas la force simple pour faire ça, et ben voilà, tu utilises des explosifs de ce type-là, quoi. Ce genre de choses, ça pourrait être utilisé, quoi. Je sais pas, peut-être. Pour ça que je garde un petit espoir là-dessus, et on verra. Je pense que j'ai un peu décanté du côté forcé de la mise en place du conflit de base dans les deux premiers épisodes, et là maintenant ça essaie un petit peu de mettre ça au calme et ça va. Néanmoins, je dois appuyer que, vous voyez, là, on a complètement zappé toute l'approche, on fait un triple épisode qui met bien en place toute la configuration de la saison et qui donne l'impression que c'est vraiment un tout à suivre. Là, les trois sont disjoints et auraient pu être à n'importe quel moment dans la saison pour ce que ça représente, sauf à la fin, bien entendu, quoi. Donc ouais, c'est un peu ça qui est un peu dommage. Je trouve que on perd de plus en plus la structure qui donnait un peu de personnalité à ces saisons-là. Néanmoins, c'était passable correct. J'ai pas détesté, j'ai pas adoré loin de là, mais j'ai pas détesté, donc c'est ça les. Voilà. Après, hein, si c'est ce niveau qualité-là qu'on doit avoir par la suite, hein, ça va clairement pas envoyer du pâté. Hein. À bientôt pour l'épisode 4. Bye!